Et à ce moment-là, j'ai pas forcément l'envie d'être publiée, j'ai juste envie en fait de régler un chapitre de ma vie, d'y mettre un point d'arrêt. Et toujours, j'ai énormément lu. Donc en fait, ce qui berce ma vie, c'est la littérature. Peut-être j'étais arrivée à un moment où je m'autorisais à passer de l'autre côté et à me dire je ne suis pas seulement une lectrice plus passive et je peux m'autoriser à écrire quelque chose. Bonjour, je m'appelle Héloïse Desmontiers, je suis l'auteure de Peau à Peau qui vient de paraître aux éditions Bûcher-Chastel. Alors ce livre, c'est un processus d'écriture assez long puisque finalement c'est une histoire personnelle, une histoire qui m'est arrivée il y a 10 ans quand j'ai donné naissance à ma fille aînée, qui est née 3 mois en avance et qui est née grande prématurée. Et c'était toute la thématique de que veut dire donner la vie quand la mort rôde autour, comment se faire confiance et faire confiance à ce bébé. Pendant très longtemps, puisque ma fille s'en est sortie et allait bien, j'ai mis ce sujet sous silence, sous le tapis. Et puis une nuit, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, ça m'a réveillée. Et au lieu de pleurer, donc c'était il y a 3 ans maintenant, au lieu de pleurer, ce sont des mots qui sont sortis. Des mots, je ne pouvais pas m'arrêter. Et je qualifie ce moment comme un état de transe, un état un peu fou où finalement la main semble guider mon corps, ma tête, sans que je contrôle pas grand-chose. Une fois cet état de transe passé, je me suis demandé ce qui m'était arrivé et j'ai commencé à reprendre ce petit cahier rouge qui était très très mal écrit, parce que j'écris très mal, et d'essayer de comprendre ce que mon cerveau ou moi, un autre moi, voulait me dire. Et je me suis dit en fait, tu as rendez-vous avec toi-même, il va falloir écrire maintenant. Et il va plus falloir mettre ce sujet sous le tapis, il va falloir que ça sorte. Et à ce moment-là, j'ai pas forcément l'envie d'être publiée, j'ai juste envie en fait de régler un chapitre de ma vie, d'y mettre un point d'arrêt. Et toujours, j'ai énormément lu. Donc en fait, ce qui berce ma vie, c'est la littérature. Alors ça semble un grand mot comme ça, mais j'ai fait des études littéraires, j'ai été journaliste. Donc en fait, le fait de lire, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Et peut-être j'étais arrivée à un moment où je m'autorisais à passer de l'autre côté et à me dire je ne suis pas seulement une lectrice plus passive et je peux m'autoriser à écrire quelque chose. Et j'ai commencé à écrire sans trop savoir où j'allais. Donc c'était une écriture solitaire, très seule. J'en parlais à personne parce que j'avais tellement peur que ça ne marche pas. Donc quand je dis personne, c'est même pas mon propre mari. Il ne savait pas ce que je trafiquais le soir derrière mon ordinateur. Et en fait, au fur et à mesure, cette histoire, elle a commencé à prendre forme, mais je ne m'autorisais pas à parler avec le jeu. Pour moi, j'avais encore besoin d'y mettre énormément de distance. Donc c'était, l'héroïne s'appelait Caroline, j'écrivais au elle, et je romançais une histoire parce que je ne voulais pas en fait l'incarner. Et très vite, j'ai eu besoin de me confronter, de me dire est-ce que cette histoire, elle a un sens? Est-ce qu'elle a un sens pour quelqu'un qui ne me connaît pas? Donc j'ai commencé à envoyer, grâce à des contacts personnels, à un agent littéraire et à une éditrice d'une grande maison d'édition. Les retours ont été extrêmement variés. L'agent littéraire m'a dit que ça ne méritait même pas d'être partagé en famille. Donc mon mari n'avait même pas... Il espérait que personne ne lirait ce texte. Et à défaut, une éditrice d'une maison d'édition m'a encouragée à persévérer. J'ai plutôt, par ma personnalité, je suis assez positive de nature, je vois plutôt le verre à moitié plein, donc j'ai plutôt pris ce retour comme un chemin pour y aller, comme un coup de pouce. Et donc je me suis vraiment mis à structurer et à comprendre aussi dans le retour du premier ce qui avait pu le choquer ou le heurter, ce qui n'allait pas. Et donc j'ai commencé à structurer vraiment ce texte. Mais il me fallait un regard qui n'allait donc pas être les gens qui m'aiment, les gens qui connaissent l'histoire, un regard neutre, sans pour autant me lancer dans le grand milieu de l'édition. Et ce regard, en fait, je l'ai trouvé avec l'école Les Mots, puisque j'ai fait un premier bilan de lecture, un premier bilan de manuscrit, où j'attendais fébrilement de savoir en fait si le texte avait trouvé de l'écho. Et il y a eu pareil, 2 retours assez contrastés, un retour qui demandait beaucoup de retravail et un retour où la lectrice disait avoir été complètement emportée par le texte, subjuguée, très émue, très bouleversée. Une fois encore, j'ai pris l'aspect positif de ce retour tout en continuant à retravailler. Et en fait, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auteurs qui ont fait ça, mais moi j'ai fait un 2e bilan de manuscrit pour le même texte, tellement j'avais envie d'aller jusqu'au bout. Et c'est à l'issue de ce 2e bilan de manuscrit où les retours étaient contrastés mais quand même extrêmement encourageants sur à la fois la langue, sur l'histoire, sur l'émotion, sur la sincérité, que je me suis lancée dans le grand bain de l'édition à contacter plusieurs éditeurs. Mais encore une fois, je me suis fixé une limite. J'avais l'impression que comme ce texte parlait de maternité, il ne pouvait séduire qu'une femme. J'étais enfermée dans une façon très
basique. Ton texte parle de femmes, de mise au monde, de naissance. Donc il n'y a qu'une femme qui peut te comprendre. Et la vie, comme vous le savez, est faite de plein de surprises. Et évidemment, c'est un éditeur, homme, qui a retenu le texte, pour qui la paternité était assez loin, parce qu'il a des grands-enfants. Il est papa, mais avec des enfants qui ont entre 25 et 30 ans. Et donc finalement, c'est lui qui m'a fait confiance. Et la première fois qu'il a eu le texte en main, il m'a pas dit super, je prends ou bravo, il m'a juste dit Héloïse, est-ce que c'est votre histoire? Oui ou non? Et honnêtement, je ne savais pas ce qu'il fallait répondre. Je ne savais pas si je répondais oui, si j'allais avoir un contrat d'édition, si je répondais non, si j'allais avoir un contrat d'édition. J'ai essayé d'être honnête, donc j'ai dit la vérité. Oui, c'est mon histoire. Et Laurent Lafont, qui est mon éditeur, m'a dit dans ce cas, Héloïse, il va falloir lâcher les chevaux, il va falloir tout dire, il va falloir être sans filtre, aller pousser à l'extrême l'authenticité, la sincérité, la justesse. Il y a des choses que tu tais dans ce texte, je le sais en le lisant. Soit tu acceptes de tout dire, soit on n'y arrivera pas. Et donc j'ai fait un travail énorme avec lui. Le premier travail, ça a été de l'incarner, d'accepter de dire « je », qui est un travail extrêmement difficile parce que pour moi il était impudique. J'avais l'impression que si je disais je, personne n'allait s'identifier, que c'était une façon de mettre en avant mon histoire, ma personne et non pas la thématique que je voulais explorer. Et en fait ce texte il est sorti il y a un mois et les retours sont tout autres. Et finalement en s'identifiant, les gens qui ont lu permettent vraiment de se reconnaître, se reconnaissent dans les émotions, se reconnaissent dans les bouleversements. Et ce qui est fascinant en fait, c'est que sur une thématique qui semble assez réduite, la prématurité, on explore tellement le sujet de la maternité, le sujet de la naissance, le sujet de la vie, le sujet de la mort, le sujet de l'amour aussi, que ce sont des thématiques tellement universelles qu'aujourd'hui des femmes ou des hommes qui n'ont pas connu cette expérience, voire pour certains qui n'ont pas d'enfants, se reconnaissent complètement dans ces mots et se reconnaissent en fait dans ce point de bascule entre des mots MOTS, des mots MAUX, et en fait ces sujets qui sont des sujets qui nous définissent nous en tant qu'êtres humains, que sont évidemment ce triptyque, la vie, l'amour et la mort, qu'on retrouve à chaque page de ce texte. Et c'est un triptyque sur lequel j'avais énormément envie d'écrire parce que c'est ce qui nous définit, c'est ce qui fait notre universalité, c'est cette balance entre ces trois moments de vie qui parfois s'entrechoquent, parfois il y en a un qui va gagner par rapport à l'autre, parfois il y a un sursaut d'amour qui va prendre le coup, mais si on regarde nos vies, en fait, ça n'est que ça, c'est le jeu entre la vie, la mort et l'amour. Et donc je suis assez heureuse, grâce au travail avec l'éditeur notamment, d'avoir réussi à jouer sur ces moments, sur une thématique qui peut être a priori assez enfermante, mais qui en réalité ne l'est pas du tout. Alors quand on écrit, on aime souvent son premier jet, parce que son premier jet, c'est presque une inspiration, c'est un moment très fugace, c'est un moment de poésie, qu'on a envie. Donc le premier jet, on l'aime, mais en fait, il va falloir l'aimer beaucoup, ce premier jet, parce qu'on va y passer tellement de temps à le retravailler, à le triturer dans tous les sens, à changer des mots, à changer parfois les ordres, à rayer. On rature énormément quand on écrit. Et ça, c'est ce chemin d'écriture que j'ai découvert, qui peut paraître long, frustrant, mais qui est en fait une réalité. La deuxième chose, c'est que dans nos vies à 100 à l'heure, donc moi je suis maman de 3 jeunes enfants, j'ai un métier à côté qui est assez prenant dans l'univers du digital, c'est comment s'autoriser des moments d'écriture. Donc ma technique, qui ne vaut que ce qu'elle vaut, c'est qu'en fait, chaque jour, chacun d'entre nous, malgré ses vies à 100 à l'heure, on est traversé par des émotions. Et ces émotions, elles peuvent partir très vite parce qu'en fait, la vie va reprendre le dessus. Il y aura une chose urgente à faire, des devoirs à corriger, une présentation PowerPoint à finir ou même tout bêtement un RER à attraper. Et donc moi, ma technique, c'est que quand je vis un moment d'émotion, positif ou négatif, j'essaye de le fixer. Donc comment je le fixe? Je m'arrête à ce moment-là, même si je m'arrête 5 secondes, et je le voice note en fait sur mon téléphone. Donc tout de suite, j'attrape mon téléphone et je raconte à mon téléphone. Donc si vous voyez une folle dans la rue qui parle toute seule à son téléphone avec personne autour, c'est moi. Je le voice note et je dis je raconte exactement ce que je ressens. Je n'essaye pas de faire un texte bien ou parfait, j'essaye de juste plaquer l'émotion et de dire alors là j'ai terriblement envie de pleurer, j'ai extrêmement mal au ventre, c'est extrêmement difficile, je pensais pas que ça pouvait faire aussi mal, et en fait je m'attache vraiment à l'émotion du moment plus qu'à la description du moment. Et donc dans mon téléphone j'ai une quantité énorme de voice notes d'émotions qui vont me servir au moment où j'écris vraiment, où je suis dans cette phase d'écriture, où peut-être à ce moment-là je vais hyper bien, donc j'ai pas du tout envie de pleurer,
et ben, le fait de me réécouter sur un moment qui est extrêmement violent ou difficile ou triste va me faire rejaillir des émotions qui sont là, en fait, qu'on a juste enfouies, qui sont un peu cachées, et en fait vont me permettre de continuer ce chemin d'écriture. Donc voilà, moi c'est ma technique de voice note, et surtout de m'arrêter sur le moment où je rencontre une émotion sans me juger. Je ne dis pas que ce moment-là, ou ce texte-là, ou la façon dont je l'ai verbalisé est un bon texte. Ce qui m'intéresse, c'est pas la forme, c'est vraiment la sensation, c'est ce que ça fait vibrer, en fait, ou pas en moi. Donc voilà, c'est ça ma petite technique d'écriture. Bonjour, je m'appelle Héloïse Desmontiers et je suis l'auteure de Peau à peau qui vient de paraître aux éditions Buchet-Chastel. Okay. Je vais vous lire un petit extrait du livre. Je vous écris. Non, ce n'est pas moi qui écris. Ce sont mes tripes, ma colère et ma peur qui prennent la parole. Elles écrivent d'un endroit où personne n'aimerait se trouver. Elles ne veulent plus que ce que vivent des milliers de familles soit passé sous silence. Elles refusent de porter en étendard ce mythe ancestral. Non, la naissance d'un enfant n'est pas le plus beau jour de la vie d'une femme, du moins pas de toutes. Pas pour celles qui découvrent au cours d'une banale échographie une anomalie congénitale, celles qui vont perdre un enfant in utero, celles qui vont mourir en couche, celles qui ont peur à chaque instant que leur corps lâche, celles qui ont un enfant hospitalisé, celles qui vont sombrer dans le baby blues, celles qui vont hurler à la mort, celles qui crient à l'injustice, celles qui pleurent de rage, celles qui deviennent mutiques, celles qui sont maltraitées, celles qui se sentent démunies face à ce petit être qu'on leur colle dans les bras en leur demandant sur le champ de l'allaiter, et celles qui, comme moi, découvrent l'enfer de la prématurité. Tellement de femmes, tellement d'héroïnes dont on ne parle jamais. Je me suis souvent demandé quelle était la raison de ce silence assourdissant. Est-ce parce que cela ne se fait pas de jeter son malheur en pâture et d'exposer ses souffrances comme autant de trophées? Ou a-t-on inconsciemment peur que les femmes rechignent à devenir mères si elles savaient les risques qu'elles encourent? Que l'humanité s'éteigne par crainte de donner la vie? Parce que oui, donner la vie fait peur, mais passer sous silence tout ce qui peut se produire terrorise davantage. J'aurais aimé savoir à l'avance que cela pouvait arriver. J'aurais aimé être prévenue. Ça n'aurait bien sûr rien changé à ce que je vis, mais au moins j'aurais pu m'y préparer. J'aurais pu anticiper. J'aurais pu me projeter.